pour l'épanouissement de la société. Comme d'habitude, Amel Laribi est déjà parmi nous. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va très bien. Ça se passe bien. Bonne fête, Amel. Merci, bonne fête à toi aussi. Merci beaucoup. Et il nous rejoint exceptionnellement notre ami. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Alors il se pose des questions, Ahmed. Il se pose des questions, Ahmed. Exactement, mais bon. Voilà. Bonne fête. Les femmes, c'est une journée spéciale. On les apprécie encore plus, Ramadan, bien sûr, avec toutes. Elles font tout avec abnégation, tout le sacrifice qu'elles ont fait et qu'elles continuent de faire. Il y a beaucoup de conviction, beaucoup d'amour. Exactement, aussi. Exactement. Beaucoup de générosité aussi. Effectivement. Alors justement, aujourd'hui, Ahmed, c'est une journée exceptionnelle et c'est une journée quand même dédiée à la femme. Et tu as choisi d'ailleurs. Des femmes. Voilà. Des femmes. Exceptionnelles. Et ce n'est pas la première fois. Alors, j'insiste que Ahmed ne choisit pas forcément le 8 mars pour rendre hommage aux femmes. Des fois, je veille à célébrer les femmes le jour d'un anniversaire, du décès ou de la naissance. Ou des fois, ça vient comme ça, parce que je trouve une personnalité qui sort du lot, donc il faut la présenter. Effectivement. Et aujourd'hui, donc tu vas nous présenter à travers ta rubrique plusieurs noms. On en a déjà parlé, donc on fait une petite révision. Ah, c'est gentil, Clément. Merci beaucoup. Donc ça, c'est notre réalisateur donc, qui offre ses roses à toutes les femmes. Clément, merci beaucoup. Toujours aussi généreux. Ah oui, Clément, oui. Merci Clément. Voilà, donc ça, ce sera en ta compagnie. Donc nous verrons plusieurs noms de femmes qui ont marqué l'histoire d'Algérie, effectivement. Et aussi, donc nous parlerons beaucoup des femmes. Nous parlerons de l'évolution de la femme, particulièrement dans le monde professionnel, puisque aujourd'hui, notre ami Yassine Alla sera parmi nous. Et dans sa rubrique, donc lui qui parle beaucoup de ressources humaines, beaucoup de professionnalisme, donc cette fois-ci, il reviendra sur l'évolution professionnelle ou donc l'évolution de la femme dans le monde du travail. Nous parlerons également ce matin d'art, de musique, puisque il y a eu des orchestres féminins qui ont été organisés, qui ont été donc conçus, et nous reviendrons donc sur cette conception qui est dédiée encore une fois à la femme. Et cinéma, aujourd'hui, encore une fois, Nabil Kitouni reviendra sur la présence de la femme et les rôles donc, principaux que la femme joue à travers les films, à travers le cinéma. Et nous terminerons notre émission, comme chaque samedi, en compagnie de notre amie Amina Zeri, qui recevra cette fois-ci des artistes et des artisanes. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais sinon, il fera beau pour aujourd'hui? Il fera chaud. Il fera chaud. Ah oui, ça d'accord. Oui, malheureusement. Au mois de Ramadan, au mois de mars. N'est-ce pas, une journée internationale de la femme? Oui, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Je ne pense pas qu'elles vont sortir, non. Peut-être en soirée. Ah oui, peut-être. Peut-être en soirée. Voilà. Faire les petites courses. Tu nous donneras quand même un peu plus de détails? Allons-y. C'est parfait, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et tu nous disais donc qu'il fera chaud aujourd'hui sur l'ensemble du territoire? À l'ouest et au centre surtout. D'accord. Voilà. Plus de détails, Amel. Merci, Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, on aura de la brume durant la matinée sur pratiquement toutes les côtes d'ouest en est, puis le ciel restera généralement dégagé tout au long de la journée, mais peu nuageux sur les Aurès. Mais le ciel deviendra de plus en plus nuageux en fin d'après-midi, mais par l'ouest. Et ces nuages vont donner quelques pluies, parfois sous forme d'averses orageuses. La moitié sud, excepté des passages nuageux vers l'extrême sud, le Gare et le Tassili, et de la brume en matinée sur la région de Insalah et le nord du Sahara oriental. Bien sûr, cette brume va se dissiper, laissant place à un beau soleil, pratiquement sur une grande partie des régions sahariennes. À noter des semences de sable sur le sud-ouest, le Nord-Sahara, l'extrême sud, le Hégard et le Tassili. Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va faire très chaud durant cet après-midi. Météo Algérie a prévu un maximum de 28 degrés du côté de Tlemcen, 27 Oran, 26 degrés à Alger, 23 Tizi Ouzou, 20 degrés à Tiaret, 22 Guelma, 19 à Annaba, également Batna, le minimum 16 degrés à Al-Bayad, 17 à Djelfa, au sud 24 degrés à Béchar, 26 Gardaya, 27 degrés à Ilizi, 25 à Tindou, 28 à Adra, 30 degrés à Tamanrasset et Janet, et enfin 34 à 37 degrés de Borj Bedjmourtar vers Ingzen.
La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera agitée sur pratiquement toutes les côtes d'ouest en est, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 40 km/h sur les côtes ouest et centre, et les vents sont de secteur sud, et jusqu'à 50 km/h sur les côtes est, et les vents sont de secteur est. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride pour aujourd'hui. Eh bien, le soleil se couchera vers 18h49. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et on notera quand même des températures très élevées très pour élevées aujourd'hui. pour la saison, oui. Effectivement, donc il faut faire attention. Oui, parce que demain, ça va encore chuter. Donc, ah, d'accord. Surtout, voilà. n'enlevez rien. Surtout, voilà. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Amel. C'est moi. Amel, on te retrouve tout à l'heure, donc après Journal Télévisé du midi, après celui de 19h et demain à partir de 8h pour Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup, Amel. Merci. Donc, on te libère pour nous préparer les nouvelles du Exactement. midi, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Amel. Alors, donc, Ahmed, cette fois-ci, on va revenir un petit peu sur beaucoup de noms, on l'a dit, qui ont marqué l'histoire d'Algérie, n'est-ce pas? Oui, les noms donc, les plus connus, les Algériens les plus connus, on va les citer, donc on va prendre quelques échantillons. Oui. La première, c'est Lella Fatma Nsoumer. Avant de commencer, on va lancer juste Pardon. Voilà, ta petite virgule, n'est-ce pas? Allez, ce sera juste après cela. Et voilà, donc tu nous as déjà donné un avant-goût. Hein, donc, première, Lella Fatma Nsoumer. Lella Fatma Nsoumer, c'est une femme quand même qui a marqué le 19e siècle, oui. Donc c'est une femme, c'est une battante. J'aime pas trop qu'on la compare à la fofolle de Jeanne d'Arc, parce que c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Donc elle n'écoutait pas des voix, donc elle avait sa voix en fait. Elle était, c'est la fille d'une zaouïa, elle avait un savoir, elle avait des connaissances, et quand il a fallu lutter, donc quand il a fallu se défendre son honneur et l'honneur des siens, donc elle a pris les armes contre tout le monde, et les Algériens n'ont trouvé aucun problème à qu'elle soit la responsable, ou disons qu'elle soit la chef de la résistance. J'ai pas ramené de photos, j'ai pas mis de peinture parce que la peinture qu'on présente comme étant Lella Fatma Nsoumer est une fausse, c'est une fake. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de spéculations autour de cette toile. Oui. C'est pas du tout elle. Elle qui a terminé ses jours dans la région de Tablat, elle qui a fait partie de la Zaouïa Rahmania, elle qui connaissait le Coran par cœur, elle qui était fils d'un cheikh de Zaouïa. Donc c'est ça Lella Fatma Nsoumer. Et à la fin, donc des fois, on nous envie, surtout quand ils prennent des gens, ils les comparent, surtout pendant l'occupation. L'Amir Abdelkader qui a lutté pendant une vingtaine d'années, il est devenu l'ami de je ne sais quoi. Et tout ça, c'est des faussetés pour jeter un peu d'anathème sur ces gens. La deuxième personnalité, donc ça c'est la lutte. C'est la lutte armée. Il y a quand même une femme qui a participé. Puis il y a eu la deuxième lutte qui était le garder et résister du point de vue identitaire. Et ça, c'est une autre femme qui est emblématique, c'est Lella Zineb de la Zaouïa de l'Hamel. Donc, elle qui était juste... Tu lui avais rendu hommage, d'ailleurs, l'an dernier, très longtemps. Exactement. En novembre 2024, c'était le 120e anniversaire de son décès. Elle est décédée en 1904, le 24 novembre, je crois. Donc, comme elle est inévitable, même si on veut la cacher, même si on veut, elle est dans tous les écrits du 19e siècle, de telle façon que Zaouïat el-Hamel est devenu un centre de pèlerinage de tous les curieux et les curieuses, donc entre autres Isabelle Eberhard, donc elle est partie la visiter, elle dit qu'elle a même été son amie, il y a deux galants qui étaient journalistes, il est parti la visiter, donc parce qu'elle s'est distinguée, elle a pris une photo d'ailleurs. Une photo, donc Narbi Arhamha. Donc on voit, c'est une... Imposante, hein, femme imposante. Oui, elle a un certain tempérament, elle a beaucoup de caractère, donc c'est pas une femme facile, pas du tout. Donc il voulait la cantonner dans son harem, donc après le décès de son père, elle a résisté, et elle était tellement intelligente qu'elle est partie, elle a utilisé la justice française contre les Français. Donc elle leur a dit, vous êtes contre le sexe féminin,
Zina, donc, alors que vous êtes là pour je ne sais quoi. Donc, elle a continué l'œuvre de son père parce qu'elle a continué la construction de la zaouia, de la mosquée. Elle a gardé, elle a développé la bibliothèque, elle a continué aussi à aider les gens. Donc, elle a continué à donner des... On a même quelques documents. Et ce qui est curieux, c'est qu'à l'époque, elle avait un papier avec en tête où il y a son nom. Donc, je ne sais pas si on peut voir ça. C'est vrai qu'on avait découvert. Exactement. Si on peut voir. Donc, ça, c'est la Zainab, Allah yarhamha. Puis, on part directement donc, au mouvement national. On a quand même des femmes qui ont participé. Et l'exemple le plus connu, peut-être, c'est Shaima et sa sœur Khadra. Mais ce qu'elle cache, les deux sœurs, Shama, pardon, pas Shaima, Shama et Khadra, donc c'est toute une famille et toute une société. C'est le microcosme de la Casbah d'Alger. Donc quand ça a commencé, c'est les débuts de l'enseignement. Après la guerre 14-18, les Algériens ont profité. Ça, c'est Khadra avec Amti Ratiba qui était malade. Donc c'est deux Mujahidat. Khadra qui est décédée en 2016, elle était plus effacée que la Shama. Donc on la connaît un peu moins, mais elle a participé peut-être un peu plus que Shama parce qu'elle a continué même après le départ de Shama. Leurs parents, son père, Si Mohamed, ses frères, toute la famille en fait, ils ont fait de leur maison une école avec tous les niveaux. Et je t'avais parlé, donc la grande surprise, c'est quand j'ai vu les cahiers. Ce que les petites étudiaient, ce n'est pas un enseignement simple, donc c'est vraiment, elles étudiaient toutes les matières, sciences naturelles, donc avec les manuels qui venaient d'Égypte à l'époque, ça on les a au milieu avec leurs élèves, donc tu peux voir que la différence d'âge, elle est à peine de quelques années, sans plus. Donc elles sont dans un âge peut-être 12, 13, 14 ans, elles sont à un âge prépubère, mais elles sont là au milieu. Et elles ont développé, elles ont fait le théâtre, elles ont fait l'anachid. C'était une école du mouvement national, l'école de Si Mohamed Boufti, avec bien sûr Et puis à la fin, pendant la Révolution, Shama a été torturée. Donc il y a la fille qu'elle a élevée chez elle, Khalti Aqila, qui nous racontait, elle avait son corps pratiquement meurtri, donc complètement marqué par les mégots. Donc ça mais elle était, c'est la fondatrice de l'Union nationale de la femme algérienne. Donc elle est inévitable, donc la Shama et sa sœur Khadra, bien sûr, et toute sa famille. Et puis là, on voit comment ça a évolué un peu. La lutte. La lutte, surtout, c'est des femmes de lutte. Et on voit à la fin, donc, celles qui sont parties rejoindre le maquis. Donc, et comme exemple, on a le symbole, c'est le professeur Nafisa Hamoud. Nafisa Hamoud qui a fait ses études, elle était médecin, elle avait son cabinet, elle est issue d'une famille plus ou moins aisée à Alger, les Hamoud, donc les descendants de la famille de Hamoud Boualam. Donc, son père était mufti, Hamdan Hamoud, donc elle a ouvert son cabinet, elle a commencé à travailler, et puis à l'appel du devoir, donc elle n'a pas hésité un moment, elle ferme son cabinet qui était à Louni al-Spray, dans les environs, elle le ferme et elle part rejoindre le maquis pour soigner les blessés, pour aider les malades, pour soigner les gens des mchta et des villages, les camps de concentration, elle a fait tout ça. Donc, voilà, donc pour les gens qui vont se faire soigner à l'hôpital Nafisa Hamoud, qui portent aujourd'hui son nom, effectivement. Exactement, qui sachent de quoi il s'agit. Donc, et on voit que c'est des femmes qui sont toutes vraiment imprégnées de la culture algérienne. Donc elles sont issues de Zaouia, de familles d'érudits, donc elles ont appris la langue, donc la culture algérienne avec ses composantes, la langue, notamment la langue arabe, le Coran, parce que Nafisa Hamoud qui a fait ses études en langue française à la fac, mais elle est fille d'un mufti, donc c'est Hamdan Hamoud, donc c'est ça. Et il y a un ami, Omar Hassan Bouayed, qui me racontait, lui et sa famille est originaire de Tlemcen. Il m'a dit une fois, tu sais pourquoi il y a beaucoup d'intellectuels originaires de Tlemcen? Je lui dis non, pourquoi? Il m'a dit parce que les Tlemceniennes, les femmes, se faisaient un point d'honneur d'hypothéquer leurs joyaux, comment on appelle ça, comment tu appelles ça, les bijoux de famille, pour que leurs enfants fassent leurs études. Donc elles se sacrifiaient, elles se saignaient
Oui. Donc c'est ça la femme algérienne, je donne ça. Et bien sûr, je rends hommage à Khoya Mrassem qui est mort il n'y a pas très longtemps, donc c'est vraiment ça la femme algérienne. Elle est née dans la douleur et dans le sacrifice, et on le voit toujours, même pendant le mois de Ramadan, comment elle se sacrifie pour que les gens prennent leur repas décemment. Effectivement, alors justement, Ahmed, quand on voit un peu les personnalités que tu nous as présentées aujourd'hui, elles sont nombreuses. Donc aujourd'hui, c'est juste un petit échantillon que tu nous proposes pour l'occasion. Mais finalement, on voit que ce sont finalement toutes des femmes qui sont nées dans des familles aisées, dans des familles intellectuelles, mais les devoirs de mémoire priment. Exactement. C'est vraiment le point en commun entre toutes ces femmes. C'est des battantes, elles ont beaucoup de caractère, se sont imposées dans une société qui n'était pas facile et dans un contexte historique qui n'était pas facile. Parce qu'en face d'elles, il n'y avait pas comme maintenant on fait un peu la femme, l'homme, donc la symétrie femme-homme de la société, donc les femmes musulmanes, elles sont opprimées. Non, c'était la femme algérienne devant l'homme gaouri, devant le colonisateur, devant l'oppresseur, devant l'occupant. Donc, Zeynep, elle est partie faire en justice contre le responsable du bureau arabe, donc, qui était connu à Abou Saada. Donc, elle s'est opposée à ces gens et c'est pas simple. Donc, c'est pas une rébellion d'une femme qui était un peu rebelle, donc pour se distinguer, elle va faire ceci ou cela parce qu'elle a des ambitions, parce qu'elle veut faire. Non, c'est vraiment être contre l'oppression coloniale et c'est pas facile parce que on sait comment a terminé la femme sans sépulture, dont parle Assia Djbar, Himalayen, comment il s'appelait déjà, la Fatma Zohra Himalayen, ça c'est... Voilà. On retrouve le document. On retrouve le document, voilà. Et j'adore ce type de document parce qu'on voit qu'ils étaient plus avancés que nous. Même nous, on l'a pas à l'époque. Donc vraiment, quand elle signait, quand elle envoyait ses documents, c'était avec son papier, l'entête personnalisée. على بنت الشيخ محمد بن القاسم مغابود الهامل. Donc il y a tout. Donc là c'est vraiment, elles sont impressionnantes. Elles sont, ces dames étaient... Chama, donc elle enseignait aux filles aussi, que ce soit, elle leur enseignait comment coudre, la cuisine, comment faire ceci. Donc c'était un tout. L'école, elle les préparait à la vie. Et jusqu'à présent, il y a des filles de Chama qui sont maintenant assez âgées. Il y a certaines qui sont encore en vie, donc quand elle parle de Chama, donc on a l'impression que c'était une mère, peut-être une première plutôt qu'une deuxième mère, donc elle se rappelle d'elle comme quoi elles étaient très proches, elle les aidait, elle les préparait à la vie, donc même quand elle se mariait, elle les accompagnait chez elle, donc, et quand Chama était présente dans une fête ou dans une réunion familiale, c'est toutes les femmes qui se disent « Ah, Chama est là, et toutes les filles... Exactement, c'est ça. Et donc, finalement, ce sont des femmes qui ont combattu tout au long de la révolution algérienne, mais qui ont continué le combat après l'indépendance. Voilà, donc le combat ne s'est pas terminé au moment de l'indépendance, bien après. Donc ça a continué, effectivement. Il faut que ça continue parce que la société ne peut pas marcher avec une seule jambe, c'est pas normal. Effectivement. Et puis j'ai vu aussi dernièrement en lisant dans un livre de biographie, Mu'jam Alam al-Ibadiyya, donc même les femmes à Ghardaya, donc dans la région de Ghardaya, les femmes de Mouzabit, donc Ibadi, elles avaient aussi l'équivalent de l'Azaba. Donc il y a aussi des femmes qui ont des biographies, qui se distinguent, qui se sont distinguées. Dommage que j'ai pas leurs photos, je ne sais pas, j'ai pas trop d'informations, mais elles ont aussi elles ont existé et il paraît qu'elles étaient des femmes faqihat, alimat, qui aidaient les gens, etc., etc. Certainement, nous aurons l'occasion de les découvrir au fur et à mesure. Promesse en t'accompagnant. En tout cas, merci beaucoup, Ahmed. Même si c'était un petit échantillon aujourd'hui, mais ça nous montre un petit peu la grandeur de la femme algérienne encore et tout ce qu'elle a apporté pour l'épanouissement de la société aux côtés de l'homme, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Ahmed. Merci à toi. Donc, on te retrouve samedi prochain. Bonne fête. Merci. Et صحة صيامكم ربي يتقبل. Donc, on te retrouve samedi prochain. Inch'Allah, pour d'autres rencontres. Merci beaucoup, Ahmed. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté des librairies pour découvrir un petit peu ce qu'ils nous proposent comme œuvre spirituelle. Donc c'est un sujet signé Samia Bouharour, on se retrouve juste après.
Le mois sacré du Ramadan est une période qui encourage les actes de bienveillance, la réflexion, la discipline et la connexion avec Dieu. C'est ce qu'a révélé un bon nombre d'ouvrages portés sur la spiritualité. Shakib, le gérant de cette librairie, nous a confirmé l'engouement des gens sur la lecture, une lecture très spéciale. Et il y a des lecteurs qui viennent spécialement pour prendre des livres sur la religion, la spiritualité. Il y en a beaucoup, il y en a même qui se préparent avant, venir prendre des livres pour leur lecture du mois, parce que c'est un mois, comme mois sacré, c'est un mois important pour lire, c'est un mois important pour se recueillir et pour se recentrer sur soi. Voilà, c'est ça le plus important. C'est pas qu'un mois que pour consommer, en fait, c'est aussi un mois pour consommer autre chose que ce qu'on fait, en fait, de la lecture. Pour les musulmans, en général, ce mois sacré est une période où la réflexion est toujours portée sur les bonnes valeurs, la bonne conduite ou husn sira et la foi. Et pour se nourrir spirituellement, cela ne peut se faire sans lire le Coran et les livres aux aspects spirituels pour une meilleure compréhension. Et quand on parle de spiritualité, on évoque toujours des lumières du soufisme. Amir Abdelkader, Ibn al-Arabi, Omar al-Khayyam et d'autres. Je vais vous conseiller, suggérer 3 livres pour lire ce mois-ci. Il y a un livre de Khaled Bentounes qui s'appelle Thérapie de l'âme. C'est un livre très intéressant que l'auteur nous présente comme quelque chose, une espèce de somme pour revenir vers soi, revenir vers quelque chose d'essentiel, purifié pour arriver tendre à Dieu en fait. C'est ça le plus important. Dans ce monde matérialiste qui nous tire vers le bas, la transcendance, quelque chose qui tire vers le haut. C'est ce que présente ce livre-là qui est très important et très intéressant, Thérapie de l'âme de Cheikh Bentounes. Un autre livre qui est un peu plus ardu, un peu plus spécifique, un peu plus technique, on va dire, c'est Lumière Soufie d'Abdelbaqi Mouftah, qui est un commentateur et un spécialiste de l'Emir Abdelkader et d'Ibn Arabi, deux grands pôles du soufisme en Algérie. Alors on connaît l'Emir Abdelkader pour son côté guerrier, son côté résistant, on connaît moins son côté spirituel, donc c'est ce côté-là qui est présenté ici. Et puis son maître, on va dire, c'est Ibn Arabi, c'est le grand qadi andalou qui présente une vision très intéressante de l'islam, de l'ésotérisme islamique. Voilà, c'est un livre très intéressant, Lumière Soufie. C'est un livre parfois un peu technique, mais qui pourrait intéresser les lecteurs qui s'intéressent à ce type de sujet. Et puis pour terminer, un peu de poésie avec Jalaluddin Rumi. Donc là, pour le coup, c'est Sari Hekmet qui a traduit et qui a compilé les poèmes de Jalaluddin Rumi. C'est des poèmes de l'amour mystique, de l'amour divin. C'est des poèmes qui parlent de Dieu, qui parlent de l'amour qu'on doit porter pour Dieu. C'est des poèmes très épurés, pas très longs, mais qui sont pour le coup assez sages. Il y a une sagesse, il y a une espèce de somme spirituelle très importante dedans. Voilà. La lecture, ça nous permettra de nous évader un peu, de passer du temps autre que les révisions et de pouvoir imaginer, travailler notre imagination, découvrir beaucoup de choses aussi. Très bien. Pourquoi avons-nous tant de mal à vivre et à réaliser cet état de confiance? D'abord, avons-nous réellement confiance en nous? Atteindre l'état de confiance absolue en Dieu, qui est le tawakkul, présuppose que nous ayons, au préalable, une foi inébranlable en notre origine divine. Commençons donc par construire notre individualité en recherchant en nous un point d'appui stable et une vie intérieure porteuse de divinité, d'unité. Celui qui s'en remet à Dieu se libère de ses peurs, vainc ses angoisses. Ça, c'est un petit passage dans Thérapie de l'âme de Cheikh Khaled Bentounes qui parle du tawakkul, qui parle de la confiance en Dieu et qui est très important et très intéressant à lire et à découvrir. Le ramadan ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger et de boire, il s'agit d'adopter tout l'esprit du mois sacré qui englobe la communauté, la compassion et la pleine conscience.
Et voilà, c'était donc un petit tour au niveau des librairies pour voir un petit peu ce qui nous est offert ou ce qui nous est proposé comme œuvre qui parle un peu de spiritualité. C'était donc un reportage de Samia Bouharour. Et nous continuons aujourd'hui de célébrer cette journée internationale des droits de la femme. Et cette fois-ci, ce sera le droit au travail, le droit à la vie professionnelle. Et ce sera donc le sujet que notre amie Signala a choisi pour nous, pour aujourd'hui, ce sera juste après cela. Bonjour Yacine. Bonjour Nour. Comment ça va? Très bien. Ça se passe bien? Ça va. Il était question qu'on parle de négociation aujourd'hui. J'attendais le thème avec impatience. Négociation salariale, oui. Ça sera pour la semaine prochaine. Allez, ce sera pour la semaine prochaine, pour la bonne cause. Pour la bonne cause. On recale pour la bonne cause. Pour la bonne cause, voilà, la journée internationale des droits de la femme. Des droits de la femme, effectivement. Preuve à l'appui, nous les femmes, nous sommes ici. Exactement. N'est-ce pas? Parce qu'il y a eu des sacrifices qui ont été faits auparavant. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Et justement, tu as choisi aujourd'hui de revenir un petit peu sur cette évolution, on va dire, de la vie professionnelle chez la femme. Chez la femme dans le monde, un petit tour en Algérie, on va zoomer sur l'Algérie bien sûr, et on va parler aussi de des défis et de ce qui reste à faire. Voilà, il reste beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore quelques défis à relever en effet. Alors, donc on commence un petit peu par l'intégration, on va dire, de la femme dans le monde du travail. Alors la femme, il faut noter qu'elle a toujours travaillé depuis l'Antiquité. Elle travaillait dans les champs, elle travaillait dans les foyers. Elle gérait aussi quelques commerces, mais elles étaient très très rarement rémunérées. Oui. Et après, à la Renaissance, au XIVe siècle en Europe, alors il y a eu des femmes qui commençaient à faire de l'artisanat. Il y avait des femmes qui étaient marchandes, qui étaient guérisseuses, mais elles n'avaient aucun accès au poste de pouvoir. C'était strictement interdit. Voilà. Et ensuite, avec la révolution industrielle au XIXe siècle, c'était un grand boom international, notamment en Europe, et et les femmes commençaient à travailler, à faire des heures de travail dans les usines. Voilà, à travailler des heures monumentales. Improbables. Voilà, c'était des heures 12 heures, 14 heures par jour. Elles étaient très très mal payées, à l'instar aussi de leurs collègues masculins. Effectivement. Et à l'époque, il y avait des contremaîtres, on les appelait les contremaîtres dans les usines, c'est-à-dire le chef d'atelier, ce qu'on appelle aujourd'hui un chef d'atelier, des contremaîtres qui se baladaient pour voir le travail, si le travail à la chaîne était bien fait et vite fait, et il suffit qu'il y ait une petite erreur pour que la femme ou l'homme soit battu. Voilà, ils étaient carrément battus. Et aussi, mais ça a surtout évolué dans le monde au XXe siècle, après les deux guerres mondiales, la première et la deuxième guerre mondiale. Les hommes étaient partis au front et les femmes avaient remplacé les hommes. Justement, des millions de femmes faisaient le métier d'homme. Oui. Elles étaient conductrices de train, elles étaient ouvrières, elles étaient médecins, elles étaient ingénieurs, etc. Oui. Voilà, et c'est ça justement. C'est venu quand même tardivement, si on voit un petit peu l'histoire de l'homme. Oui, c'est venu tardivement, et puis même le monde du travail, c'est vrai qu'il a toujours existé, mais les usines ont commencé réellement à partir du 19e siècle. Oui. Voilà, les usines, c'est là où on avait besoin justement de main-d'œuvre, et notamment main-d'œuvre féminine. Et en 1945, il y a eu un grand événement. On rappelle que 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pratiquement, c'est toute l'Europe qui a été théâtre d'ailleurs de la guerre, qui était complètement détruite. Complètement détruite. On avait besoin. Exactement. Voilà. Et elles avaient aussi obtenu le droit de vote en 1945, mais il fallait attendre les années 60. Et ce n'était pas tous les pays qui avaient obtenu. Non, ce n'était pas tous les pays. C'est progressivement. Il y a eu quand même un certain nombre de pays, notamment en Grande-Bretagne, etc., qui avaient obtenu le droit de vote en 1945. Oui. Et il fallait attendre les années 60-70 pour que les lois évoluent. Là, je parle dans le monde. On n'est pas encore revenu en Algérie. Donc, dans les années 60-70, c'est là où les lois ont commencé à évoluer en faveur de la femme au travail. Donc, quelques chiffres. On va partager pour mieux se situer. Voilà. Alors aujourd'hui, il faut compter 39% de la population active mondiale qui est féminine, 39%. 39%. On aurait dit plus. Oui, mais c'est 39%. C'est 39%. Il y a 10% de femmes, moins de 10% de femmes qui sont PDG de grandes entreprises internationales. Ouais, c'est un chiffre pas très... à travailler encore. À travailler, il y a encore des efforts à faire dans ce sens. Et il y a 20%, tiens-toi bien, dans le monde, 20% d'écart salarial en moyenne entre les hommes et les femmes. 20%, oui. En Algérie, ça n'existe pas. Alors, on n'a jamais connu ça. Non, en Algérie, ça n'existe pas. Il faut le préciser, il faut le dire. En Algérie, vous êtes rémunéré selon le poste que vous occupez. Pas que vous soyez homme ou femme.
Voilà, donc c'est le Alors là, tu me fais rappeler, Yacine, il y a quelques mois de cela, j'ai dû animer une conférence sur justement les droits des journalistes femmes. Alors, les droits de journalistes femmes africaines. Et donc, j'avais parlé de ce point-là. J'avais parlé de ce point-là où je disais, nous, en Algérie, on ne connaît pas cet écart salarial et ça existe depuis après l'indépendance. N'est-ce pas? Donc, nous avons toujours été égaux sur le plan Exactement. Il n'y avait pas tout de suite le code du travail à l'indépendance. Il y avait la priorité à l'indépendance avait été donnée au code civil et au code pénal. Le code civil qui est appelé Aboul Qawanin, c'est le père de tous les autres codes, tous les autres codes. Et le code pénal aussi parce qu'il fallait justement instaurer une certaine forme de respect des droits et des codes, etc. Mais il fallait attendre les années 90 pour qu'il y ait un code du travail. Mais toutes les circulaires de la fonction publique de l'époque, etc., il n'y avait aucune différence entre hommes ou femmes. C'est le poste. Effectivement. Voilà. Et justement, c'était une réflexion qui avait fait beaucoup réagir. D'ailleurs, mes interlocutrices qui étaient avec moi, parce que c'était une journée dédiée aux femmes, on me disait comment ça se fait qu'en Algérie, et c'était des réflexions qui venaient d'Européennes, donc de femmes journalistes européennes. J'ai dit, mais ça a de tout temps été comme ça. Alors, au lieu d'aller sur un débat, je suis partie sur une deuxième conférence, justement, pour expliquer que oui, nous n'avons pas cet écart salarial. Nous avons de la chance pour ça. Exactement. Par contre, aux États-Unis, notamment à Hollywood, dans le cinéma, c'est un métier. Les actrices exercent un métier. Les femmes actrices sont payées moins que les hommes, aussi dans d'autres pays du monde, et surtout au Japon. Alors, il y a un concept managérial qu'on enseigne au Japon, qu'on enseigne dans les grandes universités dans le monde, qui vient du Japon. D'ailleurs, même le terme est japonais. C'est le concept du katatataki. Voilà, c'est difficile à prononcer, mais ça se prononce vite. C'est katatataki. Le secret, il faut le dire vite. Alors, ça veut dire, en fait, il n'y a pas de traduction littérale à ce mot, mais ça veut dire, je vais l'expliquer, ça veut dire, c'est donner taper quelqu'un gentiment sur l'épaule pour lui dire, tu n'es plus, voilà, on ne veut plus de toi ici, pars, et notamment femme. Quand tu es une femme, on veut pas de toi dans ce poste. Cède ta place à un homme. Voilà, c'est ça le concept du katatataki. Donc ça existe aussi, et c'est au Japon, et c'est enseigné dans les universités, voilà, pour justement mettre l'accent sur cette inégalité professionnelle et salariale. Et ça donne à réfléchir, hein, finalement, Yacine, pour des pays qui se disent un petit peu pays des droits de l'homme, d'égalité, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Et en Algérie, pour revenir en Algérie, ça se passe, comme tu le disais maintenant, on n'a pas du tout ce problème d'inégalité salariale. Et il faut noter aussi que historiquement, c'est vrai que les Algériennes ont toujours travaillé dans les champs, dans l'artisanat. Elles n'étaient peut-être pas rémunérées ou très peu, mais elles ont toujours travaillé. Et à l'indépendance, dans les années 60, très peu de femmes travaillaient en dehors de la maison aussi, en dehors du foyer. Il fallait attendre les années 70 pour qu'elle voilà. Déjà qu'on rappelle que nous sommes au lendemain de l'indépendance. Exactement. N'est-ce pas? Il fallait qu'elle fasse des études et qu'elle voilà. Il y a eu quand même un ravage, hein. Donc il y a eu un ravage. Beaucoup d'analphabètes. Bien sûr, il fallait combattre l'analphabétisme. Et il fallait justement que ces femmes-là qui étaient écolières dans les années 60 soient universitaires dans les années 70 pour qu'elles puissent justement entamer une vie professionnelle. Alors il faut noter aussi en Algérie. Alors je vais continuer avec les chiffres en Algérie. Alors il y a aujourd'hui 20% de la population active en Algérie. On aurait dit plus. Oui, c'est 20%. C'est 20%. Oui. Alors, mais il faut noter aussi que les femmes sont majoritaires dans plusieurs secteurs. Elles sont majoritaires dans l'administration. Oui, dans l'administration, dans les entreprises publiques, qu'elles soient entreprises publiques à caractère économique ou la fonction publique, les femmes sont majoritaires. C'est ce qui donne l'impression d'ailleurs qu'il y a une population féminine assez importante dans le monde professionnel. Alors que là, tu nous avances un chiffre de 20%. Mais elles sont majoritaires. Les femmes sont majoritaires dans l'enseignement, dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur. Les femmes sont majoritaires aussi en médecine. Oui. Et les femmes sont majoritaires en magistrature. Alors aujourd'hui, en fac de médecine, il y a 60% des étudiants sont des femmes. C'est des futurs médecins du pays. 70% des magistrats sont des femmes aujourd'hui en Algérie. Et on le voit au niveau des universités. On le voit. Moi, j'ai des classes parfois où elles sont exclusivement féminines. Féminines. Peut-être avec un seul... Même pas. J'ai eu des classes où j'ai eu même pas un garçon. Oui. Voilà. Donc en Algérie, quand même, il y a un effort qui est fait, bien qu'il reste du chemin à faire, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et puis, quand même, il faut le dire, on est fiers de dire qu'il n'y a pas d'inégalité
dans les salaires entre les hommes et les femmes en Algérie. Voilà. Il n'est même pas question d'ailleurs que... Effectivement. Alors on a vu qu'il y a quand même il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites pour l'émancipation de la femme, notamment dans le monde professionnel, mais reste encore quelques défis à relever, n'est-ce pas? Tout n'est pas encore fait, il reste encore un bout de chemin à faire. Il y a un bout de chemin à faire, il y a un travail à faire aussi concernant le harcèlement. Alors, il y a deux formes d'harcèlement. On commence rapidement par on ne va pas plomber l'ambiance, c'est une journée de fête, etc. Oui. Donc, rapidement. Alors, il y a le harcèlement moral aussi, que subissent les hommes aussi bien que les femmes. Aussi bien que les femmes. Alors, c'est des tentatives de rabaissement. Vous avez des dossiers qu'on vous retire. Vous n'êtes pas convié à une réunion, etc. Et c'est un poison silencieux parce que c'est très difficile à prouver, le harcèlement moral. Ce que je dis, moi, ce que je qualifierais, moi, de harcèlement moral pourrait très bien être qualifié par un responsable ou par un employeur de problèmes de performance. Et voilà, tout est question de perception, finalement. Tout est une question de perception. Et aussi, il y a une autre forme de harcèlement qui est le harcèlement physique, alors qui est tout aussi difficile à prouver. Alors, il y a eu une étude qui a été faite au Canada, il y a 30% de femmes qui subissent, qui subissent le harcèlement physique, notamment en entreprise. Et il y a eu aussi un grand... mais très peu osent en parler, parce qu'elles ont peur de perdre leur emploi. Donc c'est pour ça qu'elles n'en parlent pas. C'est pour ça. Il y a eu une grosse affaire internationale. Il y a eu l'affaire du producteur américain Harvey Weinstein, voilà, qui a déclenché justement le mouvement #MeToo. Si tu t'en souviens, c'est vrai que ça a fait grosse tâche. Et ça a justement fait parler tout le monde, notamment dans le monde des entreprises. Alors toutes les femmes, c'est à ce moment-là qu'elles ont vraiment commencé à révéler les situations de harcèlement en entreprise. Effectivement, voilà. Donc ça aussi c'est un autre défi à relever. C'est un autre défi encore à relever. Une fois. Et ce qu'il y a lieu de faire aussi, il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens, pas notamment dans le harcèlement, mais dans tout ce qui va mal, dans toutes les incohérences. Alors il y a un gros travail à faire sur les lois, elles existent. Les lois, elles existent. Que ça soit, là je parle notamment en Algérie, il y a des dispositions dans le code pénal, il y a l'article 6 justement du code du travail qui oblige les employeurs à préserver l'intégrité morale et physique de ses employés. Donc il faut faire connaître ces lois. Il y a un gros travail de sensibilisation à faire. Je pense que c'est le mindset beaucoup plus sur lequel on devrait travailler, sensibiliser. Exactement. Surtout. Et il faut aussi sensibiliser les employeurs, sensibiliser les hommes, leur dire que, ok, mais tu t'attaques à une femme et tu as une sœur, tu as une fille, tu as une épouse. Voilà, voilà, donc il faut toujours leur parler de ça et faire en sorte aussi qu'il y ait des politiques claires qui combattent justement ça en entreprise. Les entreprises ont toujours des chartes justement de diversity, inclusion, des chartes de respect l'un envers l'autre. Et faire aussi des cellules d'écoute. Il y a des entreprises en Algérie, je te dis en Algérie, que j'ai vues, il y a même des entreprises publiques, c'est-à-dire publiques à caractère économique, qui ont des cellules anti-harcèlement ou des cellules d'écoute avec des psychologues cliniciens qui sont là, qui travaillent et qui reçoivent... Déjà, il faut dire, Yacine, qu'une telle initiative, elle peut déjà dissuader certaines personnes d'aller pratiquer ce genre de Tout à fait. Alors, ce genre de pratique. Tout à fait, c'est des entreprises publiques, je ne parle pas du privé ou des multinationales, etc. C'est des entreprises publiques qui sont là et qui font de l'excellent travail dans ce sens. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Yacine d'être revenu sur cette journée, voilà, en hommage surtout. Voilà, et bonne fête à toutes les femmes. Merci beaucoup Yacine. Donc on se retrouve samedi prochain. Samedi prochain. Inch'Allah, ce sera la négociation salariale. Voilà. Cette fois-ci, j'espère que je pourrai dorénavant bien négocier. Inch'Allah, je l'espère aussi. Merci beaucoup Yacine. Allez, bonne semaine et encore une fois. Donc on continue cette fois-ci. Nous allons nous intéresser toujours aux femmes et surtout le travail titanesque que les femmes rurales font. Donc c'est un reportage signé Sophia Absadet et on se retrouve juste après. La femme algérienne, modèle de force et persévérance dans tous les domaines, elle a réussi à défier la nature et surmonter les épreuves durant la guerre de libération et elle continue son parcours de combattante. Khalti Zora, au-delà de ses 70 ans, prend entre ses deux mains son courage et sa volonté de jeunesse. En partant au pèlerinage, mon défunt époux m'a confié l'irrigation et le chaulage des oliviers en attendant son retour. 2 ans plus tard, il a quitté ce monde et je reste fidèle à la promesse que je lui ai faite d'en prendre soin jusqu'à ma mort.
Je cultive dans mon jardin chou-fleur, betteraves, les épinards, salades vertes, carottes, navets, fèves, gombo, ail, oignons, les aubergines. Il y a de tout ici. La terre appartient à celui qui la cultive. Khalti Zora entame sa journée dans son verger, qu'elle cultive avec des instruments traditionnels, persuadée que l'on récolte toujours le résultat de ses efforts. Toute cette richesse est le fruit d'une bêche, un râteau et mes mains nues. Nous mangeons dattes, huile d'olive ainsi que mes légumes frais que je partage avec mes voisins. Alhamdoulilah. Khalti Zohra, modèle de la femme algérienne qui ne supplie pas devant les obstacles. Bien au contraire, elle les surmonte l'un après l'autre, tout en gardant la tête haute, symbole de patience et de fidélité. Ah, c'est donc la femme rurale, un reportage signé Sophia Bessadet. Et nous allons continuer donc à parler des femmes. Et cette fois-ci, nous allons parler des femmes dans le cinéma. Et ce sera en compagnie de notre ami Nabil Kitoni juste après cela. Bonjour Nabil. Bonjour. Comment ça va? Ça va, bonne fête. C'est la forme aujourd'hui. Hein? Ça va, ça va. Merci beaucoup Nabil. Ça va, bonne fête. Comparé à samedi passé. Vous avez tellement de fêtes. Il faut vous faire un calendrier, vous, sur à toutes les femmes, un calendrier. Bon matin. Et le caméraman, on l'a bien mérité quand même. Bien sûr. On le mérite bien. Encore. Normalement, c'est tous les jours. Normalement, c'est tous les jours, effectivement. Tous les jours. C'est effectivement tous les jours. Donc, bonne fête dès maintenant. Merci beaucoup. Pour les 365 jours à venir, alors nous sommes exonérés de la cuisine, de la vaisselle, du ménage, la vaisselle, la cuisine, n'est-ce pas? Voilà, la vaisselle, la cuisine. Voilà, tu vois. Là, on va parler de 7e art, un autre art. Un autre art, c'est pas la vaisselle, c'est pas la cuisine, mais voilà. Bien que la cuisine, c'est un art. C'est un art, exactement. La cuisine, c'est un art. Et tu peux me croire que les femmes trouvent beaucoup de plaisir. On a parlé la dernière fois, j'ai fait ce rapport. Et les femmes trouvent beaucoup de plaisir à faire la cuisine, particulièrement en ce mois de Ramadan. Exact. Particulièrement. Voilà, alors nous allons quand même parler d'un autre art. Hein. D'un autre art, le 7e. Qui sont indissociables, hein. Tu l'avais bien approuvé samedi dernier. Il s'agit d'ingrédients. Voilà. On va parler, je dirais, d'un autre aspect de cet art-là, parce qu'on va profiter de l'occasion du 8 mars et de parler des femmes au cinéma, précisément derrière la caméra. Que serait le 7e art sans le grand écran féminin? Parce que face à la caméra, les actrices, on voit et tout, mais derrière la caméra, il y a peu de visibilité, il y a eu peu de visibilité. Mais est-ce que vous savez que le premier film narratif, je dis film narratif, il y a eu costume, décor et il y a eu un jeu, bon, ça me peut dire cela, un jeu théâtral, a été réalisé en 1896 et, tenez-vous bien, par une femme, Alicia Guy. C'est la première femme réalisatrice, productrice qui a fondé sa première boîte de production en 1910, qui a fait 100 films, 200 films. Voilà, Alicia Guy. C'est elle, on la voit. Exactement. D'accord. Alicia Guy. C'est de dire, bon, c'était à l'époque où les femmes étaient aux manettes. Je dirais à Hollywood, c'était aux manettes pour les grandes boîtes de production, les grands studios. Il y avait elle, il y avait Mary Pickford qu'on appelait la petite fiancée de l'Amérique. C'est toujours Alicia Guy. C'est dire. Et dans le monde arabe, sachez que on parle aussi d'un nom qui a fait un film en 1927. C'est Aziza Amir, et qui a été, je dirais, qui a contribué à la construction et au développement de l'industrie du cinéma égyptien. Et c'était en 1927 qu'elle a fait exactement, qu'elle est devenue productrice et réalisatrice. C'est dire que les femmes étaient aux manettes dès le début. Voilà, elles étaient dès le début de l'avènement du 7e art, de la création du 7e art. Dans le monde arabe, des dates 1896, 1920. Nous sommes entre le muet et le parlant. Voilà, c'est vraiment les débuts du cinéma. Oui, les débuts, mais les femmes étaient aux manettes et c'était elles qui tenaient les manettes des studios au début. Puis après, les cadres, parce que les hommes, bien sûr, nous, on voit de loin. Voilà, les grandes idées, ça vient de vous. Mais après, on sait bien les. Je ne peux pas dire de vos voleurs d'idées, mais bon. C'est dire un petit peu. Allez, complémentarité. Allez. Voilà. C'est un jour de fête aujourd'hui. C'est un jour de fête, voilà. Alors, c'est aussi, voilà ce que je disais, c'est la première femme productrice, réalisatrice d'Aziza Amir dans le monde arabe. Et je parle de date, c'est pour ça que je précise, 1927. Hein. Nous sommes tout au début, je dirais, de l'industrie cinématographique égyptienne. Mais c'est pas... 1927, nous sommes au muet, non?
Non, c'est entre le muet et le parlant. Voilà. Oui, il y a encore dans certaines... en pleine période transitoire. Voilà, mais voilà. Et pour revenir chez nous, bien sûr, c'est simplement, c'est-à-dire pour parler, bon, il y a les actrices et tout, mais en ce qui concerne les femmes productrices, réalisatrices, les pionnières, il faut parler des pionnières. Et la première, c'était Assia Djebar, Allah yarhama, écrivain, romancière, qui en 1977 avait fait la Nouba des femmes voilà, c'était en 1977. C'était son premier film, et c'était un film, je dirais, format documentaire, travail en film et tout. Il y a eu, Allah yarhama exactement, Bachira Yamin Chouir, que l'on connaît. Bon, ça c'est Assia Djebar. Assia Djebar, oui. Assia Djebar, Allah yarhama. Voilà. Et il y a eu Yamina Chouir qui avait fait un film qui retraçait un petit peu une période, je dirais, de la décennie noire. Bon, bref, ça s'appelait Rachida, un film majeur. Il ne faut pas oublier aussi qu'elle a touché au montage, qui était scénariste. Elle est aussi scénariste, script. Parce qu'il faut parler aussi des métiers, parce qu'il y a eu des métiers où on cantonnait les femmes simplement script, maquillage, maquillage et tout. Mais après, on a eu quand même, actuellement, on a des chefs opérateurs, femmes et tout. Et elle a touché à tous les métiers. Et elle avait fait un film magnifique, Rachida. Voilà, il y a eu aussi, je dirais, parmi les pionnières dans le documentaire Habiba, il y a eu Fatma Zamoum, il y a eu, je dirais, Jamila Sahraoui qui avait fait le film Yimma, encore le rôle d'une femme qui, aux prises, je dirais, d'un conflit entre deux fils, l'un épousant la cause nationale, l'autre, bon, là c'est Fatma Zamoum, aussi réalisatrice. C'est de parler de ces femmes qui ont contribué, je dirais, à améliorer le regard, et c'est cette touche féminine aussi sur l'histoire de la femme, comment raconter la femme autrement. Parce que c'est souvent les hommes qui racontaient les histoires de femmes. Et il y a eu, bon après je vais en parler, il y a eu Leïla et les autres, où c'était un tournant, je dirais, d'en présenter la femme autrement, c'était pas simplement la mère. Cela, je veux dire, je saute un petit peu là c'est Sahraoui qui avait fait le film Yemma, qui a été primé, je me rappelle bien aussi, au FESPACO, il y a plusieurs années, en 2010, où j'étais présent en 2010, je crois qu'il avait reçu un prix. Voilà, ça c'est, je parle un petit peu de cette génération pionnière qui a contribué je dirais à l'épanouissement du cinéma algérien à travers un regard féminin avec une certaine grammaire, je dirais, propre de l'histoire féminine. C'est-à-dire où c'est toujours la femme, c'est la pivot central scénaristique, je dirais, des histoires, mais c'est raconté autrement. Je ne suis pas en train de dire mieux ou pas, mais c'est raconté autrement. On a besoin de ce regard. On a toujours besoin de regards croisés, effectivement. Voilà. Là, c'est la fille de... Ça, c'est Mounia Medour. On connaît qu'elle fait Horia, Papicha aussi. Ça, c'est la nouvelle génération. La nouvelle génération, il y a Mounia Medour. La nouvelle génération, il y a quand même quelques noms féminins qui reviennent. Sofia Jama, qui a fait un film magnifique, qui a été primé, qui a reçu je dirais, le prix d'interprétation à Venise, je crois, voilà, dans une certaine catégorie, qui a fait connaître l'actrice qui cartonne, Lina Khoudri, Sofia Jama dans les films Les Bienheureuses, voilà, Sofia Jama. Il y a aussi quelqu'un que notre amie Adila Bendimrad, qui est scénariste et réalisatrice, qui a contribué aussi à la réalisation du film La Dernière Reine, qui a écrit aussi Qandil al-Bahr, voilà, un chef-d'œuvre, c'est-à-dire, j'aime pas le terme, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que c'est une... Je préfère dire œuvre, on a tendance à un petit peu trop souligner chef-d'œuvre et tout ça, dire c'est une œuvre majeure. On peut apprécier. Bon, bien sûr, on peut apprécier, il y a beaucoup de films qu'on apprécie, mais c'est une... Voilà, Adila Bendimrad. Il y a bon, j'avais parlé de Sofia Jama, il y a notre amie Yasmine Chouir qui continue, voilà, qui a fait un film marquant, voilà, Yasmine Chouir qui est actuellement en post-prod sur 2 films. Elle est sur il y a Iman Ayadi, la fille également du réalisateur de documentaires. Ah, d'accord. Il y a eu notre amie Ayadi, voilà, c'est Yasmine. Iman Ayadi qui avait fait un film qui s'appelle, un court-métrage, Nia, qui a reçu beaucoup de prix. Yasmine aussi, auparavant, avant de faire des longs métrages, elle a reçu quelques prix de court-métrage. Voilà, notre collègue, Yasmine Chouir, Mounia Medour, voilà, tous ces noms.
C'est dire que cette nouvelle génération, elle a sa manière, elle veut raconter aussi des histoires autrement, pas forcément des histoires de femmes, mais raconter le cinéma autrement. Le cinéma autrement. Poser un nouveau regard sur le cinéma algérien. Et c'est bien d'avoir sur un nouveau genre, des gens qui sont d'une culture, je dirais, cinématographique, je dirais, mondiale, c'est-à-dire internationale. Et il y a ce fameux, je dirais, prisme, c'est-à-dire à travers ce regard-là, il y a ce regard, c'est-à-dire sur l'extérieur aussi, qui vit autrement. C'est pour ça que j'ai souhaité aussi parler de Keltoum. C'est l'image que j'ai dit de mettre c'est-à-dire en avant-plan et tout, parce qu'elle représente un petit peu, je dirais, le début de comment la femme était contée, comment la femme était racontée. Et cette image, elle est frappante, avec le barreau et tout ça. Cette femme qui représente tout, voilà, c'est-à-dire qu'elle traverse contre vents et marées, qu'elle traverse toutes les difficultés pour revoir son fils et retrouver son fils, il lui a apporté son soutien. Et c'est ça. Voilà, il y a Kélémo qui me fait rappeler une expression Oulidi, mais cheftouch Oulidi. Oui, cheftouch Oulidi. Voilà. C'est cette expression, voilà, une phrase culte. Elle est aussi culte que la phrase Moutouar Kafali. Exactement. Elle fait partie quelque part. Voilà, là je peux utiliser le patrimoine du cinéma algérien. Parce qu'elle représente un petit peu, c'est ce pivot scénaristique, encore une fois, de comment raconter la femme. C'est-à-dire, c'était en 67. On le retrouve un petit peu cela 40 ans après avec le film Imad de, je dis, Sahraoui, Jamila Sahraoui, qui est au centre d'une histoire qui terrible. C'est pas un choix, mais entre deux fils qui poussent deux camps différents, complètement opposés. Et c'est ce conflit-là, qu'elle est au centre de ce conflit, cette mère. Parce que c'est aussi l'image représentative du cinéma algérien, la mère, toujours présente dans le cinéma. Et ce qu'elle représente, cette mère qui contre, c'est-à-dire entre vents et marées, toujours là à protéger les enfants, ses enfants et tout. Et au fur et à mesure, puis il y a eu, pas cette coupure, je dirais, un autre regard porté sur la femme en Algérie, à travers la caméra, que ce soit face à la caméra et derrière la caméra plus tard. Face à la caméra, c'était Leïla et les autres. On montrait la femme autrement, racontait autrement, voilà. Voilà, donc là, c'est encore une fois l'apport de la femme. Voilà, excusez-moi, je voulais parler de parité. Parité parce que souvent, malgré les efforts et les succès de certains films, vous savez que dans le monde, en ce qui concerne les prix, simplement 3 Oscars ont été attribués aux femmes, à des films pour les femmes, contrairement à d'autres. Alors c'est 3 Oscars, vous imaginez, 3 femmes ont été simplement oscarisées. Je parle de réalisatrices, bien sûr, Jeanne Campion pour La leçon de piano, je parle de Catherine Bigelow pour le film des mineurs, je parle de Zhao, j'ai oublié son nom pour le dernier film, c'est simplement 3 femmes qui ont été oscarisées. Voilà. Pour dire, voilà, il n'y a pas une forme de parité en ce qui concerne la distribution des prix, alors que les films ont reçu beaucoup de succès, que ce soit pour je dirais aussi les Palmes d'Or. Voilà. Voilà, oui. Donc... Voilà. On termine en queue de poisson là, Nabil. Hein, j'ai pas compris. Ouais, voilà, oui. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de noms de femmes qui ont, comme tu dis si bien, qui apportent cet autre regard une touche, voilà, personnelle, une façon de raconter le cinéma autrement. C'était simplement pour souligner qu'il y a peu de femmes derrière la caméra. Mais là, actuellement, avec cette nouvelle génération, on fait plus confiance parce qu'il y a des films qui ont marché aussi, comme vous avez si bien souligné en ce qui concerne La Dernière Reine ou Les Bienheureux pour Sofia Djama ou d'autres films. Il y a une nouvelle génération qui raconte autrement, qui pose un regard neuf sur la femme d'aujourd'hui, qui raconte autrement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Nabil d'être revenu encore sur cette belle génération. Donc déjà les pionnières et puis cette belle génération qui continue à faire un beau travail pour la promotion du cinéma algérien. On te retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour d'autres rencontres. Ah, je ne sais pas. C'est samedi, on travaille samedi Oui, on travaille samedi. Et notre fête si, on travaille samedi. Merci beaucoup Nabil. Allez, bonne semaine. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au tennis en compagnie de Lamia Boudbouda et on se retrouve juste après. Au Tennis Club de Sidi Fradj, c'est le retour de l'événement culte Night Session dans sa 3e édition. Ce tournoi de tennis au format exceptionnel réunit 200 joueurs et passionnés de la balle jeune dans une atmosphère unique durant ce mois sacré.
C'est le plus grand tournoi de tennis en Algérie, donc il rassemble à peu près 200 joueurs et joueuses, donc qui va durer tout le mois de Ramadan. Donc des joueurs qui viennent des 4 coins du pays, on a même des joueurs qui viennent de l'étranger pour les masters, donc c'est une occasion de découvrir déjà les talents algériens et de donner l'occasion, la chance, l'opportunité à ces jeunes talents de rencontrer des joueurs qui évoluent à l'étranger. Les participants évolueront dans des cours entièrement rénovés pour l'occasion. Inès Gapsi est ravie de se retrouver à nouveau au tennis club de Sidi Fradj. Je suis de Soukaras déjà, بديت tennis تما, club TCMF, tennis club Mouloud Faraoun. Et après بدلت هنايا سي بي بي كاتي, شباب رياضي برج كيفان tennis. Et je suis une joueuse déjà, coach de tennis. Ça fait plaisir déjà de me retrouver ici sur le terrain après 13 ans. Et comme vous voyez, il y a une bonne ambiance avec les familles et tout. Toute cette compétition est bien sûr sous l'œil vigilant et aguerri des juges arbitres. Walid est en service ce soir. Très bonne initiative pour les joueurs, mais en même temps pour l'arbitrage, parce qu'il y a 4 arbitres qui gèrent ce tournoi. Il y a l'arbitre Sherifa qui est white badge, juge arbitre et arbitre de chaise, et un autre arbitre white badge également, et 2 arbitres green badge. Donc tous les arbitres qui gèrent ce tournoi, c'est des arbitres badgés au niveau international pour la Fédération internationale de tennis. Bien plus qu'une simple compétition, Night Session se veut un événement incontournable où sport, détente et convivialité sont au rendez-vous. C'est très agréable, oui, et sécurisé surtout le soir. Et on invite tout le monde à venir. Pour la Night Session, il y a, comme on appelle, les Layali Night Session. Il y a des jeux, il y a de l'animation, il y a du billard, du ping-pong, un tournoi de beach tennis. Dans le calme de la nuit, chaque frappe résonne davantage. Mouad Badache, jeune espoir du tennis algérien, s'est bien défendu face à un adversaire de taille, Houssam Eddine Rahal. C'est un adversaire très difficile et il est grand. لعبت قاوس عندي سيت نربح mais la غالب et il joue très bien. J'ai pu faire mon jeu et gagner. Ouais, c'est un peu difficile, 12 heures de jeûne après venir jouer un match le soir, c'est très compliqué. Mais ça va, ambiance, une belle ambiance ici. Ouvert dès 20h30 jusqu'au Shour, venez vivre une expérience sportive et festive unique dans un cadre agréable. Et du tennis, nous allons aller au monde de la musique puisque un orchestre 100% féminin a été créé récemment et qui sera dirigé aussi par une chef d'orchestre femme. Voilà. Il s'agit donc Hayat, bonjour. Hayat Pider, comment ça va? Ça va, merci. Ça fait plaisir de te retrouver depuis le temps également. Avec une belle exclusivité pour Bonjour d'Algérie aujourd'hui. Tout à fait. N'est-ce pas? Ouais, Alors un orchestre 100% féminin, on sort un petit peu des sentiers battus, j'ai envie de dire. Oui, si on veut. Voilà, alors on va en parler dans un petit moment aussi. Nous recevons une autre exclusivité pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas, Farah Pabami? Bonjour. Bonjour, Sahar Mdanek, bonne fête. Merci, bonne fête également à vous, mesdames. Eh bien, c'est un nouveau single dédié à la femme algérienne. Voilà, et on rappelle que toutes les deux, vous êtes venues ce matin alors que vous êtes entrées très tard, hein. Le travail oblige. Oui. N'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Ça représente encore une fois le combat des femmes, hein. Donc on ne s'arrête pas. Ouais, mais c'est de la passion, on le fait avec plaisir. Donc voilà, on le fait avec plaisir. Voilà, effectivement. Alors Hayat, parle-nous un petit peu de cette initiative où un orchestre 100% féminin a été créé il y a quelques jours seulement. Hein.
quelques jours, on va dire, à ce mois-ci. Voilà. Il y a à peine quelques semaines. Donc, de par un petit peu mon expérience dans les orchestres symphoniques, l'orchestre symphonique national, l'orchestre de l'Opéra d'Alger et aussi à l'international, donc je me suis dit, il y a toujours des chefs d'orchestre hommes. Bien sûr, à l'international, ça existe. Mais en Algérie, une femme chef d'orchestre qui dirige un orchestre, ça n'existe pas. Je parle de la musique symphonique. Oui. Voilà, donc c'est un nouveau concept que j'ai créé. Et donc, c'est un concept novateur en Algérie. C'est une première, je dirais. Donc, sa singularité, c'est donc j'ai pris 12 musiciennes, donc que de cordes, avec une pianiste et une percussionniste, et donc je l'ai appelé l'ensemble symphonique féminin d'Algérie. Donc le concept, c'est de jouer de la musique classique éventuellement, bien sûr la musique classique universelle, donc qui est de la musique symphonique, mais aussi la musique algérienne et tous les styles et genres musicaux. Ça part de la comédie musicale, de la variété, et bien sûr les fusions. Donc aussi l'idée, c'est de ramener un petit peu la touche algérienne, même dans la musique symphonique universelle. Donc voilà. Et surtout, l'exclusivité, c'est être dirigé par une femme. Donc, et là, je ne vais pas prendre la baguette. Par contre, je vais prendre mon violon. Donc, voilà, donc là, vraiment, on sort carrément du tableau, voilà, tout à fait. du tableau que nous connaissons. On casse carrément les codes et les cordes. Les cordes. On ne va pas les casser, les cordes. Non, on va les accorder, les cordes, n'est-ce pas? On va bien les accorder. Alors, c'est un clip aussi que tu as réalisé en compagnie de ces jeunes filles. Ces jeunes filles, exactement. Donc, on a fait Alek Mini Salam, de contenu traditionnel avec toutes les images de toutes chansons emblématiques aussi. Tout à fait, Mtouras El Jazairi, donc c'est la musique traditionnelle algérienne, et puis folklorique, enfin traditionnelle plutôt. Et voilà, c'est de mettre un petit peu en avant toutes les villes d'Algérie et un petit peu voyager à travers ça. Mais aussi, on a fait la valse numéro 2 de Dimitri Shostakovich, donc c'est une valse très très connue, la valse numéro 2. Qui ne la connaît pas actuellement. Qui ne la connaît pas. Voilà. Mais par contre, on a rajouté une petite touche, c'est qu'on est toujours en tenue traditionnelle. Donc, ça veut dire que la musique classique peut être jouée même avec... donc, on va dire, c'est un peu l'authenticité qui... De toute façon, avec toutes les tenues traditionnelles qui ont été classées patrimoine mondial, ça reste aussi... la tenue reste aussi un patrimoine universel. Voilà. Donc, on ne va pas dire passer du moderne au traditionnel, mais c'est le moderne et la tradition. Alors là, de la modernité à la tradition. Alors là, on me dit que nous avons en exclusivité un extrait de ce clip-là, que je vous propose donc de découvrir pour la première fois. On se retrouve juste après. On est emporté, hein. Oui. N'est-ce pas? Oui, c'est vraiment beau. C'est magnifique, vraiment. Comme ça. Comme ça. Donc, c'est un clip qu'on va découvrir en entier très bientôt. Inch'Allah, oui. Inch'Allah. Bon, déjà, aujourd'hui, nous avons un extrait en exclusivité, n'est-ce pas? Et j'imagine que c'est un travail qui s'est fait de façon très fluide. Hein? Oui, donc, exactement. Vous connaissez tout entre vous. Voilà. En plus, c'est des musiciennes professionnelles, voilà. Donc, toutes issues de conservatoires et d'instituts nationaux et qui ont fait aussi des carrières. Il y a certaines qui ont aussi fait qui ont fait des carrières internationales. Donc j'ai pris ce collectif et je me suis dit, allez, on va se lancer. Dès que j'ai lancé l'idée, elles étaient toutes partantes. Oui. Donc si on a besoin de créativité, de faire un petit peu des choses nouvelles, et voilà, c'est vrai que ce qui existe déjà est super, donc c'est une plateforme. Voilà. Mais aller au-delà de ça, c'est bien. Et surtout, j'ai rajouté aussi la touche un peu Qanouni Oud, même dans la musique classique. Voilà, c'est vrai que ça a donné une touche très très particulière, une sonorité très particulière. Hayat, on continue toujours avec ces exclusivités. Donc vous nous venez aujourd'hui avec un single dédié spécialement aux femmes, n'est-ce pas? C'est Farah. Ah pardon, Farah. Pardon. C'est El Hayat. Oui. Alors oui, c'est un single qui a été écrit et composé par Abdelhadi Boukoura. Ah oui. Donc je l'avais contacté parce que j'avais justement une soirée le 7 qui s'est déroulée hier, spécialement pour les femmes, pour une entreprise privée.
Et je me suis dit, je ne vais pas arriver les mains vides. Et comme je bosse dans cette entreprise en tant que manager, donc ils ont voulu que je sois l'animatrice et la chanteuse, l'artiste de la soirée. C'est vraiment joindre l'utile à l'agréable. Hein. Exactement. Donc j'ai écrit un croquis et qui ressemble à ce qui est sorti. Je l'ai envoyé à Abdelhadi. Il m'a dit, c'est une très belle chanson, mais j'ai une mélodie qui ne peut pas aller avec ça. Donc il m'a dit, est-ce que tu me permets de changer? Je lui ai dit, tu peux changer toute la chanson si tu veux. C'est vrai qu'on lui fait confiance. Hein. Mais tu respectes uniquement le cahier des charges. Je veux que tu parles de Qftan, de Blouza, de Tej, d'Osaït la maman, etc. Et puis ça a été un coup de foudre. Quand il m'a envoyé avec la mélodie, Nahali, c'était génial. J'ai dit, je prends. Je l'ai fait écouter à mon mari, il m'a dit, il faut l'enregistrer celle-là, elle est trop belle cette chanson. Et après, donc, on se reconnaît, j'imagine, chacune d'entre nous, parce que là, vous nous donnez déjà un avant-goût entre le kaftan, entre le saya de la maman, donc j'imagine que chacune d'entre nous va se retrouver un petit peu dans le texte. Exactement. Eh bien, ça parle de l'élégance de la femme, de sa résilience, de son éducation, de son intelligence. On dit Yimma Osaïtek, on parle de Qaraïf al-Aloum, Wahdit al-Rasoul, on parle d'Nti Zahra, c'est-à-dire que tu fleuris, on parle d'Nti Tej Kullaras. Donc c'est vraiment, on met à l'honneur la femme algérienne. Alors là, on va écouter un petit extrait, n'est-ce pas, en exclusivité. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة vraiment. Très beau. Ah oui. Et puis je remercie surtout. Voix exceptionnelle, effectivement. Je remercie surtout Abdelhadi parce que je suis quelqu'un de très difficile. Je ne chante pas n'importe quoi. D'ailleurs. Pour la bonne cause, hein. Je fais de la musique depuis très longtemps et j'ai jamais enregistré un single. On me dit à chaque fois, Farah, il faut aller en studio, il faut enregistrer. Et je dis, je ne sens pas encore. Et ça m'a poussé vraiment à. J'aime sentir les mots. Ça a été un déclic. Ça a été comme un cahier des charges de mon âme. Et ça a été bien exprimé par M. Boukora. Oui, exactement. Et donc vous l'avez fait plutôt en exclusivité hier, en soirée. Tout à fait, parce que ça a été créé justement pour cet événement. Pour cet événement, et donc quels ont été les retours? Eh ben, ils ont adoré. Ils ont adoré. Il y avait des you-you parce qu'on dit oui, donc. Voilà. Il y a de l'interactivité finalement là. Tout à fait. Carrément. Donc on dit B'tel-Haraïr, B'tel-Zaïr. C'est un dialogue que vous avez ouvert avec. Tout à fait. Avec exactement. Où je parle à chaque femme algérienne. Exactement. Donc, chacune avec sa tenue, chacune avec ses traditions. Tout à fait. Puis à la maman, n'est-ce pas, le cordon ombilical. Exactement. Elle lui dit ما تخليش شمعة السعود ما تخليش شمعة السعود طافية قراي في العلوم وحدية الرسول يعلى قدرك وفي غروف عالية. C'est des paroles vraiment qui me ressemblent et puis ce sont des paroles تاع زمان. C'est le langage algérien qu'on avait l'habitude d'écouter à la radio avec nos mamans à l'époque. Magnifique. Voilà. Vraiment, bravo. On vous souhaite beaucoup de succès pour. Merci beaucoup. Et puis on vous remercie pour l'exclusivité, hein, parce qu'on a eu aujourd'hui. Oui, c'est la première diffusion à la télévision aujourd'hui. De belles exclusivités, aujourd'hui. Des événements à venir? Nous sommes en plein mois de Ramadan. Eh bien, j'ai un concert à Darbesh Tarzi. Alors Darbesh Tarzi se trouve à la Kasbah, à côté de la mosquée Ketchawa. Et puis, ce qui est beau, c'est que j'ai des cousins qui sont nés dans cette maison. Oui, ils sont nés là-bas et ils ont grandi là-bas. Donc, quand j'ai dit j'ai un concert à Darbesh Tarzi, ils ont dit mais c'était chez nous. Donc, c'est la famille Rasnama. Ils sont nés au 2e étage. Ma cousine qui me dit mon frère Mourad, Zohir, Mohamed sont nés au 2e étage. Ça a révélé une touche nostalgique. Et puis, notre nounou qui était notre voisine,
elle a vécu là-bas aussi. Donc, ça m'avait vraiment émue. Et ça va être un concert très, très émouvant. Certainement. Ce sera une qada algéroise. Et ce sera pour quand? Ce sera le 16 mars. Le 16 mars, Inch'Allah. Donc dimanche prochain, rendez-vous dimanche prochain, à partir de 22h. De 22h, Inch'Allah. Et sinon, il y a des événements à venir aussi? Normalement, là, dès qu'on a lancé l'idée, donc il y a pas mal de demandes. Donc, Inch'Allah, on aura beaucoup de concerts dans le futur. C'est nouveau-né, hein, ça fait à peine 3 semaines. Hein. Effectivement. Voilà, déjà. Longue vie à ce nouveau-né, Inch'Allah. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci d'avoir partagé ces exclusivités en notre compagnie. Très, très belle continuation. Donc, rendez-vous pris déjà pour dimanche prochain. Tout à fait. À partir de 22h, on aura bientôt les dates. Inch'Allah, Hayat. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue. Et cette fois-ci, ça va être un autre reportage de l'ami Abou Bouda. On se retrouve juste après. Dans sa symbolique poétique, la rose a souvent été évoquée pour parler des femmes, de leur beauté et bien sûr de l'amour. L'analogie entre les roses et les femmes est si évidente. La rose, c'est une Assia Djebbar qui n'évoque pas seulement une fleur charmante, mais bel et bien tout un univers qui nous émerveille et éveille nos sens. Auteur, cinéaste, Assia Djebbar a signé plus de 15 romans, pièces de théâtre et scénarios traduits en 23 langues. Dans les années 60, elle disait « J'écris comme tant d'autres femmes écrivains algériennes avec un sentiment d'urgence contre la régression, la misogynie. » 1980, elle signe Femmes d'Alger dans leur appartement, un célèbre recueil de nouvelles où les femmes d'Alger prennent vie, parole et se dévoilent. Assia Djebbar de Cherchel à l'Académie française où elle sera la première femme africaine à siéger. Assia Djebbar a comme un destin exceptionnel étroitement lié à l'avant-garde des luttes féministes. Dans le langage des fleurs, le gerbera et l'amour profond qu'on dédie à Ahlam Moustralmi. Cette femme de lettres en langue arabe fera ses études en Algérie et peaufinera cela par une thèse de doctorat sous la direction de Jacques Berck. Entre Beyrouth et Paris, l'Algérie n'a jamais quitté l'esprit de l'auteur. Elle écrira « Et il y a des pays qu'on habite et d'autres qui nous habitent ». 1993, elle présente Dhakiratul Jasad, Mémoire de la chair, classée parmi les 100 meilleurs romans arabes. En 1998, elle reçoit pour ce livre le prix Najib Mahfoud et elle enchaînera les succès littéraires avec Fawda al-Hawas, Abir Sarir, Nisyan.com, Al-Aswadu Yaliqu Biki, Qulubuhum Ma'ana wa Qanabiluhum Alayna. En 2006, Forbes Magazine la désigne comme la romancière ayant le plus de succès et parmi les 10 femmes les plus influentes du monde arabe. L'iris est le symbole même de la beauté et signifie arc-en-ciel. L'iris évoque sagesse, espoir et courage, représente si bien Anna Greki, la poétesse algérienne native des Aurès. Dans ses poèmes, elle déclarait son amour pour l'Algérie et son peuple. De son vrai nom, Colette Grégoire, elle s'engagera dans la guerre d'Algérie. Emprisonnée, torturée et expulsée en 1958, elle regagnera la Tunisie et se mettra au service du FLN. Là, elle rassemble ses poèmes dans le recueil Algérie, capitale Alger. Dans son poème El Hamel, dédié à Jacqueline Guérouge, elle dira « Tendre comme une femme qui soigne des fleurs, tu dis à douce voix des mots accusateurs, ces balles que tu as dû leur tirer au cœur pour que vive ce pays qui sait son honneur. » Voilà, très très bel hommage donc aux femmes algériennes et on continue avec ces hommages. Cette fois-ci, ce sera en compagnie de notre amie Amina Ziri, mais ce sera juste après cela. Est-ce que tu as remarqué quelque chose, Amina? Les roses. Les roses, eh ben, c'est pas ton jingle.
C'est pas mon jingle, c'est le 8 mars. Eh ben, c'est Clémo qui a voulu te faire la surprise et t'offrir ces roses, notre réalisateur. Merci beaucoup, merci. الله يخلي ايامه كلها ورود ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. Merci beaucoup à tous. C'est une surprise qu'il voulait te faire. Merci يا ربي يعيشك. Donc moi je dédie, j'offre ces belles roses à toutes les femmes d'Algérie, à mes amis, mes copines à Canal Algérie, notamment à Bonjour d'Algérie, Mrim Akek, Faiza Wadi, Amel Almi, notamment mon amie Nour El Houda, et à mes invités aussi. C'est des fleurs qui m'arrachent de belles femmes, الحراير تاع الجزائر ما شاء الله. Il s'agit de Madame Amina Abdelwahab, une grande dame qui a beaucoup donné pour la médecine en Algérie. Et qui nous accompagne souvent dans nos campagnes de sensibilisation. Exactement, c'est une habituée de Canal. Donc bonjour Madame Amina Abdelwahab. Bonjour Amina. Très heureuse de vous avoir parmi nous avec Nour El Houda. Tout le bonheur, tout le plaisir est pour moi. Marhaba bik, bonne fête. Merci, bonne fête à toutes. Alors, Amina Abdelwahab, j'aime bien son franc-parler, son langage simple. نقولوا له سهل الممتنع. قالت لي المرأة الذكية هي اللي تجعل من كل أيام السنة أعياد. Effectivement. Alors, Anna, quand on me dit le 8 mars et quand on m'invite pour le 8 mars, est-ce que tu vas fêter, quand on me pose la question et tout, pour moi, tous les jours de l'année devraient être un 8 mars. Oui. Parce que tous les jours de l'année, on devrait avoir de la reconnaissance à partir de ce qu'on fait, à partir de tout ce qu'on accomplit dans la vie. Et toute femme, toute femme a sa place dans cette société. Chacune de nous va offrir quelque chose pour, j'allais dire, pour le pays, pour la société, pas que pour les femmes. Bon, moi, il se trouve que je suis médecin et je suis spécialiste dans un domaine où je traite surtout les femmes. Oui. Et donc, je côtoie beaucoup les femmes et ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, je leur donne et elles me donnent aussi en retour. Et donc, tous les jours de l'année devraient être un 8 mars. Exactement. Voilà. Donc, moi, je tenais absolument à rendre hommage à toutes les femmes qui travaillent dans le secteur ou le domaine de la médecine à travers cette grande dame qui a fait un travail fabuleux, extraordinaire pour la sensibilisation, surtout pour soutenir et accompagner les femmes qui souffrent du cancer du sein. Donc, merci pour tout. Merci. Elle est très émue, bien sûr, Madame Amina Abdelwahab. Permettez-moi d'abord de dire bonjour à notre invité, notre artiste qui est là aussi. Les artistes, ils sont présents en force. En force, oui, effectivement. Nour El Houda. Donc, Sophia Derdour, marhaba bik, elle est là justement pour donner rendez-vous à toutes les femmes à venir apprécier ses œuvres, ses tableaux, justement, qu'elle a offert, qu'elle a dédié à toutes les femmes en cette occasion du 8 mars, organisée par Agriculture. Marhaba bik, Sophia, très heureuse de t'avoir parmi nous. مرحبا بك. عيد سعيد لكل النساء الجزائريات، لأمهاتنا، لبناتنا، لخياتنا. إن شاء الله عيد سعيد وكل عام وينعاد علينا بالصحة إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. Donc, Madame Amina Abdelwahab, moi, comme je la connais très très bien et je la côtoie souvent, donc quand elle exerce son métier, elle n'est pas là pour soigner uniquement ses patients. Elle est là pour les soutenir, pour les accompagner et surtout les femmes. Les femmes, elle est très proche des femmes. Vous savez, tu sais, Nour El Houda, pour annoncer à une femme qu'elle a un cancer et parfois à un stade très avancé, c'est pas évident. Ah oui, Amina, quel que soit le stade, on a toujours du mal à annoncer les mauvaises nouvelles. Donc, on ne veut pas être l'oiseau de mauvais augure. Et je racontais récemment qu'une jeune femme qui s'est présentée à ma consultation et qui avait un petit bobo au niveau du sein, une petite boule au niveau du sein, elle était très apeurée, elle était angoissée, et en voulant la rassurer, je l'ai peut-être un peu trop rassurée, je lui dis que c'était rien et tout. Et puis après, le résultat est tombé. Quand le résultat est tombé, j'ai culpabilisé, je me suis dit j'aurais dû la préparer avant, mais en fait au contraire, je lui ai permis de passer une bonne semaine, même si elle était inquiète, elle attendait les résultats. Et une fois que le résultat est tombé, c'est très très difficile d'annoncer. Il faut trouver les mots, et puis chaque femme, aussi, chaque femme perçoit la nouvelle à sa manière. Donc, mais à travers ma longue expérience, j'ai pu connaître les différents profils de femmes. Donc certaines veulent connaître la vérité, d'autres
font abstraction et certaines même, quand on leur annonce, elles nient. Elle sort de la consultation et va annoncer à son époux ou à sa famille, non, on m'a dit que c'était rien, c'est un kyste. Donc c'est très très difficile, alhamdoulilah, nous sommes en 2025, beaucoup de cancers du sein sont guérissables et comme disait Amina, en fait, il y a cette nouvelle qu'on annonce, donc il y a le côté psychologique qui est très important, parce qu'on est là pour traiter les malades, mais il faut d'abord traiter leur... Il faut traiter leur âme, il faut traiter leur aspect psychologique et Inch'Allah Rabbi يقدرنا. Inch'Allah ya Rabbi. تيغي نشوفوك تعطينا طاقة إيجابية. Donc نبراو بالسيف. Sophia, donc on donne rendez-vous aux amateurs, aux amoureux des arts plastiques, une exposition, très belle exposition aujourd'hui à Douira. من 5 مارس حتى اليوم ان شاء الله. Donc في فضاء النشاطات دويرة. La femme elle est très présente à travers. اكيد لوحة الاعمال اللي راهي متواجدة في المعرض. بون الأغلبية عن موروث الثقافي الجزائري، فيها لمسات للمرأة أكيد، فيها كذلك بعض لمسات للفن الإسلامي. ديما نقعدوا بون أنا أعمالي كثيرة نجسدها في الموروث الثقافي. D'accord. Et quels sont les sujets, par exemple, qui concernent les femmes que vous traitez et qu'on peut trouver dans... أحيانا تكون كاينة فكرة وفي تفريغ كاش مشاعر هكذا، مشاعر المرأة المكبوتة عندها، دونك حنا نجسدوها على شكل لوحة يقدر المتلقي يفهمها كما تقدر صاحبة اللوحة هي اللي توضح معاني اللوحة عن طريق أشكال ألوان. أكيد المرأة الجزائرية ديما حاضرة في المبدعة، تبدع ديما في الأعمال تاعها. رانا نشوفوا في الآونة الأخيرة يعني حققت حضور قوي في الساحة الفنية من خلال المعارض الدولية، من خلال المعارض الوطنية اللي راهي تقوم بهم. أبدعت، فرغت الطاقة تاعها. رانا نشوفوا ضغوطات الحياة اللي رانا نعيشوا فيها خلت المرأة تبدع، خلاتها تخرج هذيك الطاقة المكبوتة تاعها. نقدروا نقولوا المرأة تاعنا اليوم تلمو تخلص العمل تما راهي شغل بين العمل في البيت، العمل خارج البيت، ضغوطات راهي كبيرة عليها. دونك المجال الفني خلاها تبدع في العمل تاعها. Très bien. Donc on donne rendez-vous à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment pour visiter l'exposition exactement au centre culturel. فضاء النشاطات الثقافية لبلدية دويرة، مكتبة دويرة. Voilà, donc مرحبا بهم كامل. Dans le Houda, Madame Amina Abdelwahab, elle est mère de 3 enfants. Inch'Allah. C'est des grands-mères de 3 petits-enfants. Elle est aussi grand-mère, c'est les enfants qui ont réussi dans leurs études. Vous avez réussi sur le plan professionnel et sur le plan familial. Je crois que c'est très important. Alhamdoulilah, je pense que beaucoup de femmes, la femme algérienne est très forte, donc elle est un peu partout. Elle a plusieurs casquettes. Et c'est vrai que quand j'ai terminé mes études, je suis quand même restée 6 ans à la maison, donc comme mère au foyer, puisque j'avais eu mes deux premiers enfants. C'était très très agréable, mais j'étais pressée de rejoindre la vie professionnelle. Et quand j'ai repris le travail, pour moi, ça a été très difficile parce que c'est toujours un défi de concilier la vie familiale avec la vie professionnelle. Mais je pense que la femme algérienne est capable de tout. Et on dit toujours, il y a quelqu'un qui a dit ça, je pense que c'est un auteur anonyme, il a dit qu'il n'y avait rien de plus fort qu'une femme qui décide de réussir. Alors il faut juste se mettre dans la tête, je vais réussir, mais si je veux réussir, je vais réussir et tout marche. Et en général, c'est comme ça que la vie se passe. Quand on entreprend quelque chose, il y a toujours des risques d'échec, mais on se relève et on continue. Donc j'ai pu élever mes enfants, ils ont été universitaires, le dernier a fait comme moi, il a fait un peu médecine. Et alhamdoulilah, donc on continue à faire ce que je fais, ce que j'adore faire, c'est-à-dire m'occuper des femmes qui ont des problèmes de sein. Et vous êtes toujours dans le domaine? Je suis toujours dans le domaine, donc j'ai travaillé pendant 28 ans à l'hôpital et là ça fait 2 ans que je suis installée.
Et en quittant l'hôpital, je pensais quitter la médecine, quitter la scénologie. En fait, non, au contraire. Je travaille 4 fois plus. Oui. Et alhamdoulilah, donc j'arrive à redessiner un sourire sur le visage de ces Et toute la réussite est là, hein, finalement. Voilà. Redessiner le sourire, c'est la chose la plus difficile qu'on peut faire. Dans des circonstances aussi difficiles pour certaines femmes. Ah oui, et je pense que ma voisine j'allais dire elle aussi, elle est là pour dessiner aussi Moi, j'ai une ancienne patiente, on en avait discuté, qui n'était pas douée pour la peinture ou là, et une fois qu'elle a eu sa maladie, elle s'est relevée et elle s'est mise à faire Donc c'est un mode d'expression. On transforme cette tristesse ou cette peine en fait, c'est quelque chose qui est en nous, mais on décide de la sortir. نقدروا من حاجه بسيطه برك نفرغوا هذاك الالم اللي راه فينا. ماشي لازم يكون عندنا خامات كبيره باش نبدعوا فيهم عن طريق قلم رصاص او ميمحه، تقدري تبدعي، تقدري تخرجي الطاقه تاعك. فعلا المراه اللي راهي باغ اكزومبل حنايا في الجمعيه على مستوى الجمعيه الثقافيه اللي نترأسها يحضرونا هكذايا دي مامون ولا ماكيتة بالبيت ولا سيدات متقاعدات تالمون لا عيا وكاين العيا خلاص حبوا يبدلوا شويه الوغ لا شارج هذيك اللي عليهم يجوا يجسدوها عن طريق لوحه حاجه بسيطه ممكن قطعه زجاج تردها حاجه شيدر فوالا حاجه. وانا تعرفي واش نتمنى صوفيا انه لما نخرجوا من هذا المباشر تفكري انك ترسمي معاناه المراه اللي مرت بهذه التجربه تاع السرطان. كما قالت لك اليوم الطب تطور الحمد لله وصح تألمت ومن بعد خرجت للضوء كما يقولوا، ولكن نتمنى هذه المعاناه تجسديها في لوحه وكي تجي المره الجايه ان شاء الله تجيبيها لنا. نقولوا الاحتكاك هذايا مهم جدا. هاني اليوم تلاقيت مع الدكتوره، هاي عطاتني فكره عطتني فكره للوحه باش نجسد لوحه. الحقيقه يعني حاليا الوزاره والمديريه الشباب راهم مهتمين بهذه المجالات. هم عطاونا فرص باش نشاركوا في معارض دوليه، نحتكوا بكبار الفنانين. ايضا المتلقي كيجي ممكن او يشوف لوحه تاعك يعبر على حاجه، يعطيك فكره اخرى انت تقدري تجسديها على شكل لوحه فنيه. يعني الفن التشكيلي او الفن عموما سواء كان تطبيقي ولا راهو في البيئه تاعنا راهو موجود والامكانيات موجوده. وكما قلت لهم دي فوا كلامك بالمراه ما عندهاش تقول لك لا ماتيغ بروميير غاليه ما نقدرش ندير، تقدري عن طريق حاجه بسيطه قلم رصاص وميمحه تفرغي الطاقه تاعك. Très bien. يعطيك الصحة صوفيا. Madame Amina Abdelwahab Nour El-Houda, elle a participé à la création du centre de scénologie mammaire de Beskra et elle a participé régulièrement aux caravanes de dépistage et de sensibilisation à travers tout le pays. Et les 58 wilayas. N'est-ce pas? Oui. Effectivement, et c'était un bonheur parce que je vous dis, à travers notre métier, on apprend aussi beaucoup de choses. Donc j'ai voyagé à travers le pays, j'ai eu à connaître la femme bédouine, meskina li ma kharjitch jamais kharjit min dar, comme celle qui la femme citadine. Et c'est pour ça qu'on apprend finalement à les prendre en charge de manière, j'allais dire pas standardisée, mais de manière personnalisée. On a participé effectivement à la création du centre de Biskra avec l'association ML et c'était avec le professeur Benti et on a eu à former. Moi, durant ma carrière, j'ai eu à former beaucoup de jeunes médecins généralistes. En fait, j'ai partagé avec elles ce que j'ai appris. Moi, j'ai fait mon cursus au CPMC, mais j'ai été chercher mon diplôme universitaire à Montpellier. Donc, tout ce que j'ai acquis, j'ai voulu le transmettre. Et c'est toujours un plaisir, bien sûr, de partager. Très bien. Donc, Madame Amina Abdelwahab, c'est une passionnée de médecine. Elle est aussi passionnée de cuisine. Oui. Et notamment, comme toute femme algérienne, n'est-ce pas? Et notamment, on est au mois de Ramadan, donc, واش نقول لك راهي تبدع في هذيك الكوزينة تاعها. Menu d'aujourd'hui? Alors, menu d'aujourd'hui, je vais pas mentir. والله ما درتو انا كامل متوم الناس كامل يديروا يقول لك با لي با aujourd'hui متوم parce que je suis chez vous et que je vais rentrer tard et donc
je vais à l'ancienne. Voilà, à l'ancienne. Mais il est excellent le mtoum. D'ailleurs, les Algérois ils disent نديروا المتوم باش يجي رمضان متول. N'est-ce pas? Donc il a toute sa symbolique. Merci Nolhuda. Très heureuse de t'avoir rencontré ce matin. Je salue tous mes collègues à Radio El Bahja, notamment Leïla Tarikat. Merci beaucoup Amina. Merci à vous mesdames. Bonne fête. Comme encore une fois. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très très agréable journée à tous. Encore une fois, bonne fête à toutes les femmes, donc là où elles soient et quelles qu'elles soient. Donc bonne fête à toutes les femmes. Voilà, donc je vous souhaite une très très agréable journée. Vous retrouverez mon ami Radia Boulmaali dès demain à partir de 9h. Pour ma part, je vous retrouve le week-end prochain, à partir de vendredi. Bonne semaine à tous. Au revoir.